Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. C'est un personnage, un vrai personnage du grand livre de la voile française. Quand elle s'adresse à vous, la voix est plutôt douce, mais le débit rapide, normal. Elle a plein de choses auxquelles penser. À 19 ans, elle s'était mise en tête de faire le Paris-Dakar, mais se retrouve embarquée avec Florence Artaud, la faute à un accident de moto. Avouez, c'est peu banal. Première transatlantique. Et c'est une grande histoire d'amour avec la mer qui allait s'écrire. Suivront des années en équipe de France de voile olympique, une préparation pour les Jeux de Séoul en 88 et une place sur le toit du monde en 94 avec Christine Briand et son équipage au mondial de J22 à La Rochelle. 20 ans de compétition au plus haut niveau et elle ne s'arrêtera pas là. La communication, les rencontres, la gestion de projet, elle aime ça. Quand elle épaule Thierry Péponnet, champion olympique de 4,70, le partage des tâches est simple. Il fait tout sur l'eau, elle fait tout à terre. Le concept de team manager en voile venait d'être inventé par elle, c'était il y a 30 ans. Avec elle, chaque problème semble avoir sa solution. Forcément, ça rassure. Aujourd'hui, elle dirige le projet de Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq, et a vécu avec lui, avec l'équipe, l'inoubliable victoire dans le Vendée Globe en 2021. Anne Combier est mon invitée dans ce dernier épisode de Navigante de l'année 2022. Bonjour Anne. Bonjour Hélène. Je vous vois lever les sourcils. Non, tout va bien? Non, je trouve que c'est sympa ce que vous avez dit. Je vais commencer par ma question rituelle. Si je vous dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, vous me répondez quoi? Là, comme ça. Je réponds qu'elles ont toute leur place et toute leur légitimité depuis plus de, je dirais au moins depuis l'avènement de Florence, mais Artaud, mais depuis toujours quoi. Quelle que soit la fonction, le poste, sur un bateau ou à terre d'ailleurs. Bon, on va évidemment en parler puisque c'est l'objet de notre podcast, Anne. Quand on passe d'un lit d'hôpital à 19 ans après un accident de moto au pont d'un bateau avec Florence Artaud, sans jamais avoir, touché un bout, ça se passe comment en fait? Ça débute comment votre histoire, avec la voile et le bateau? Moi, c'est en fait, c'est effectivement, j'étais dans ce lit d'hôpital parce que je m'étais cassé, enfin, je m'étais fait rentrer dedans par une voiture à moto et en fait, c'est ma mère qui m'a donné un premier livre de Bernard Moitessier, La longue route Joshuas-Lecoum et après je me suis, enfilé tous les autres livres de cette, collection Artaud et j'ai eu un vrai déclic et en sortant de l'hôpital, j'ai acheté, ce Voiles et Voiliers, parce que ça existait déjà, il y a 40 ans quand même et j'ai vu une annonce de Florence Artaud qui disait chercher équipier pour ramener le bateau des Antilles. Et je me suis dit, mais si je traverse pas le désert, ce que je voulais faire, je traverserais l'Atlantique. Et je suis partie comme ça, en fait, la fleur au fusil. J'ai tout vendu, j'ai pris un billet d'avion aller simple et je suis partie traverser l'Atlantique. Et là, j'ai vraiment eu le coup de foudre. Et je me suis très bien entendue aussi avec Florence, puisque j'ai continué à naviguer avec elle quelques années derrière.
Vous découvrez quoi dans cette première transat, dans cette première aventure, dans cette première rencontre avec la mer? Bah, c'est en fait, ce qui m'a frappée, c'est cette espèce d'immensité, c'est l'image que je me faisais du désert et finalement, j'ai retrouvé cette image-là dans la mer, l'immensité, à perte de vue, des montagnes d'eau, comme des montagnes de dunes. Ça m'a vraiment en plus, c'est pas loin de la moto finalement puisqu'on monte et on descend les vagues et en fait, ça m'a vraiment paru, vraiment, très, très proche et j'ai vraiment trouvé ma voie là-dedans, quoi. Anne, il fallait, c'est comme ça que je le vois moi de quand je lis les articles qui vous concernent, heu, avec ce début d'aventure. Fallait quand même une sacrée dose de courage pour, y aller, non? Ça dit quoi de votre caractère de l'époque déjà? Ah bah, à 19 ans, en plus, j'avais loupé mon bac. Je sortais de la Tour, de la même école, que Florence Artaud dans le 16e, donc franchement, on n'était vraiment pas du tout dans le mood, familial. Mes parents étaient complètement atterrés. Mais moi, j'étais vraiment une aventurière dans l'âme, dans ma tête déjà, j'avais besoin de faire des choses enfin, en dehors des chemins, qu'on m'avait essayé de me tracer dans ma famille et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait le Raid Gauloise, le Marathon des Sables à côté, enfin bref, j'ai pas fait que la traversée de l'Atlantique, mais ça a été vraiment, une révélation, mais surtout ça a été le début de ma carrière à tous les niveaux parce qu'en fait, à ça, grâce à la voile, j'ai réussi à faire, ce qu'on appelle, une école de commerce en sport-études pour me rattraper puisque comme je suis rentrée en équipe de France, bah, j'ai pu rentrer dans cette formation et ça m'a permis de me remettre sur le chemin, on va dire, entre guillemets, «des études», mais c'est vraiment grâce à la voile, en fait. Ça ressemblait à quoi la navigation avec, Florence Artaud et la vie avec la Florence Artaud? Bah, avec n'importe quel skipper, Florence était quelqu'un, très pédagogique. Elle aimait bien passer, les messages, apprendre aux jeunes parce qu'on était quand même enfin moi j'avais 19 ans quand même. Enfin remarque elle avait que 1 an de plus que moi, hein, quand même. Pas oublier. Enfin, je venais d'avoir 20 ans quand j'ai traversé l'Atlantique avec elle et elle, elle avait 21. Mais elle avait déjà une sacrée expérience et ça lui plaisait bien de transmettre. Puis après, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling, donc c'est ce qui s'est passé entre nous en fait, on il y a une tempête monstrueuse à un moment donné dans l'Atlantique et j'étais à la barre quand c'est monté, monté, monté alors que j'avais navigué depuis une semaine quoi, on avait une semaine de voile derrière nous et en fait, je suis restée à la barre et je l'ai senti, j'étais à l'aise et en fait, Florence et moi, on s'est relayés, pendant 48 heures et c'est ça qui a fait qu'elle a eu confiance en moi et après quand on s'est retrouvés à l'arrivée à Saint-Malo, elle m'a dit: «Mais tu fais quoi maintenant?» Bah, j'avais rien, hein, ni diplôme, ni bac, ni rien. «Ah bah, je suis dispo» et voilà et je suis partie convoyer le bateau de Saint-Malo à Lorient, enfin bref et j'ai accompagné un peu ce morceau de vie avec Florence qui m'a vraiment marquée, jusqu'à la fin de mes jours d'ailleurs, mais vraiment des moments extraordinaires quoi, franchement. Sacrée nana d'ailleurs. Quand vous dites ça vous a vraiment marqué, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qui vous a marqué à ce point-là pour que vous disiez, «Jusqu'à la fin de mes jours» justement? Bah, Florence, c'est quelqu'un qui est même particulier, quoi. C'est un super marin, c'est une femme qui a énormément de charisme, leadership. On est fasciné pour naviguer avec des gens comme ça. Alors, en général, un skipper, aujourd'hui, professionnel a beaucoup de leadership et tout, mais Florence était vraiment très fascinante et on avait vraiment envie de donner vraiment du temps pour elle et pour l'accompagner, pour l'aider, enfin voilà, quoi. Enfin, c'est vraiment un moment passionnant et puis bon après quand même au bout d'un certain temps, je me suis dit: «Quand même, il faut que je fasse quelque chose». Je suis revenue dans ma formation diplôme parce que mes parents, ils étaient pas très quand même contents et c'est comme ça que j'ai fait d'abord brevet d'état de voile, on va dire, en 83 d'ailleurs. Donc j'ai pu enseigner la voile pendant 2 ans, mais au bout d'un moment, 2 ans sur un Zodiac, c'était pas le top quoi, j'en avais ras-le-bol avec les enfants et c'est comme ça que je suis partie faire mon école de commerce en sport-études. Non mais j'adore les enfants, mais voilà. Puis j'aimais la course au large et j'aimais aussi tout ce qui était en équipage. J'aime le partage en fait. Moi, j'ai jamais navigué en solitaire, ça a jamais été mon truc. En double, oui, mais pas en solitaire. Ça a jamais été mon truc, moi. Hem, Quand, on lit, ce qui vous concerne, Anne, vous dites justement à propos de Florence Artaud, quand on vous demande, voilà, est-ce que ça a été un obstacle pour vous d'être une femme dans ce milieu-là? Vous dites, «Ah bah, moi j'ai été, à l'école, Florence Artaud, donc non, ça a pas été un problème». Ça veut dire quoi? Non, bah, non, en fait, moi, je me suis jamais posé de question de savoir que j'étais une femme ou pas, sur la voile dans la voile. J'avais envie de monter des projets. À l'époque, de toute façon, même aujourd'hui encore, mais moins, mais à l'époque, pour être
dans la voile, il fallait monter son propre projet. On était skipper, on était chef de projet, enfin d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'on gère son projet, comme a commencé Florence, mais beaucoup de femmes, Hélène MacArthur, d'autres, Catherine Chabot, on a toutes monté des projets pour pouvoir devenir skipper. Aujourd'hui, les filles sont beaucoup plus facilement embarquées sur les bateaux parce que les gens ont évolué. Et puis je vois bien le projet, par exemple, avec Quentin de Lapierre qui disait dans un interview que s'il avait dû embarquer une fille, il ne l'aurait pas fait naturellement. Mais comme c'est obligatoire dans leur organisation de course sur les CLGP, là, bah, il est ravi d'avoir les 2 filles, dont Amélie. Là, donc ça prouve bien que ça a évolué les mentalités. Mais à l'époque, il fallait vraiment se positionner pour monter des projets. Mais moi, ça m'a jamais posé de problème. Personnellement, jamais, jamais je me suis sentie une femme dans un milieu d'hommes. J'étais à l'aise. Et même quand vous étiez en équipe de France de voile olympique, parce que si aujourd'hui, en voile olympique, c'est la parité, totale, hein, pour les Jeux 2024, ce sera ça. Vous, à l'époque, c'était pas du tout le cas? Vous étiez perçus comment? Est-ce que vous sentiez que vous aviez votre place? Ben, en fait, en voile olympique, à l'époque, on était des équipages féminins. Donc, bah, en fait, on n'était pas enfin, on naviguait en même temps que les garçons évidemment, mais enfin, on n'a pas ce problème-là parce que c'est des équipages féminins, point. Donc on naviguait, en équipe de France féminine et on n'avait pas de comment dire? De questionnement là-dessus. Non, ça m'a pas gênée non plus particulièrement là-dessus, hein. En fait, pour tout vous dire, je trouve qu'on a vraiment notre place et moi je me suis, pas imposée, mais j'ai fonctionné dans ma vie, avec mes propres convictions et en mettant là où je devais être, là où je sentais que je devais être et là où je me sentais utile dans la voile, quoi, et Et compétente. des obstacles, alors il y en a eu? Bah, il y a toujours des obstacles dans la vie, il y a toujours des échecs aussi, mais globalement, je peux pas dire j'ai eu beaucoup d'obstacles et quelques échecs, mais ça, c'est normal et c'est ça qui nous reconstruit derrière, mais sinon, j'ai pas eu beaucoup d'obstacles. En fait, j'ai toujours construit ma vie avec un peu comme une olympiade. J'essaie de voir à 4 ans toujours parce qu'en fait, on est un peu câblé comme ça, hein, du coup et bah, après les jeux olympiques de Séoul où j'ai pas été sélectionnée, c'est Florence Lebrun et Sophie Berge qui étaient sélectionnées alors que j'avais fait cette préparation olympique en même temps qu'elle, bah, ça fait partie du jeu, hein. Il y a qu'un bateau par pays, par série qui allait aux Jeux olympiques, mais ça m'a pas empêché de rebondir. J'avais proposé à Thierry Péponnet, qui lui était sélectionné, de nous associer tous les 2 parce qu'on avait fait une école de commerce ensemble tous les 2 et c'est comme ça que j'ai commencé à l'accompagner et en fait, on a développé toute sa carrière tous les 2, alors que je continue à naviguer évidemment, autour de sa médaille d'or, Séoul 88 et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, ça m'a pas abattue particulièrement. Ça fait partie du destin. Bah, justement, moi, j'aime bien ce début d'aventure avec Thierry Péfonnet, là, quand on le disait dans l'introduction, le partage des tâches, là, il fait tout sur l'eau, vous faites tout à terre. Comment, heu, comment vous avez, vous, finalement, imaginé ce métier-là? Parce que c'est vrai que team manager, alors on entend beaucoup ce mot-là, aujourd'hui, ça paraît presque même, évident, hein, qu'il y en ait un dans les équipes. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Heu, vous vous dites, quoi à l'époque? Qu'il manque des choses, qu'un marin peut pas tout faire, comment ça vous vient en fait de monter ce projet-là avec Thierry qui et puis ça va découler après sur, la suite bien sûr? Ouais. Ah bah, en fait, c'est assez simple. Thierry donc et moi, on était, donc cette école de commerce en sport-études et à la fin, on est sortis majors tous les 2 de la promo. Il y avait d'autres sportifs, hein, de d'autres sports, on était une quinzaine et en fait, on se parle effectivement sur qu'est-ce que tu fais derrière et voilà et je lui dis: «Bah, si tu veux, on peut travailler sur un accompagnement», moi je enfin, c'est plutôt lui qui m'a demandé d'ailleurs, hein et je lui ai dit: «Mais attention», enfin, c'est plutôt lui qui est venu me chercher et je lui dis: «Mais attention Thierry, je veux bien réfléchir à ça, mais je serai pas ta secrétaire, hein. On a le même niveau, on a la même formation, à part que toi tu es champion olympique». Enfin, il était pas encore à ce moment-là et c'était ça la seule différence et en fait, j'ai identifié et j'avais remarqué ça déjà chez d'autres coureurs comme Marc Pajot, Luc Gélussot, qui étaient, chefs d'entreprise, skippers, dirigeants et en fait, ils peuvent pas tout faire et à un moment donné, si on veut que le skipper, garçon ou fille, soit performant, bah, il faut, les accompagner, mais il faut avoir navigué quand même. Enfin, en tout cas, le fait d'avoir navigué m'a beaucoup apporté, tant en voile olympique qu'en course au large et ça m'a permis de me mettre
place du skipper, du barreur, du sportif, on va dire, et de me mettre dans sa peau pour pouvoir vraiment lui enlever tous les tracas administratifs, financiers, familial si on peut, parfois ça arrive, médiatiques, et donc voilà, et donc j'ai identifié, et c'est un poste, c'est un métier assez transversal. Il faut des compétences que j'ai acquis au fur et à mesure, que ça soit juridique, financière, management aussi, beaucoup de management. Alors avec Thierry, on n'était que 2, mais aujourd'hui avec l'équipe de Yannick Bestaven, on est une douzaine de personnes. Il y a un travail de management important en permanence, à l'écoute, beaucoup de bienveillance, beaucoup de pour adapter, parce qu'en fait, moi, je suis à l'écoute autant du skipper, mais aussi des équipes, et des équipiers autour de Yannick. Il faut qu'ils soient bien dans leur peau, qu'ils aient envie de continuer, qu'ils aient envie de se défoncer pour, faire que le skipper et le bateau gagnent, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous venez de dire, outre évidemment toutes les qualités qu'il faut avoir, et puis on va en parler un petit peu plus tard, mais j'aime bien dans la genèse du projet, de dire à Thierry, «Bon, je ne serai pas ta secrétaire, hein. On va enlever les on va enlever les a priori, et on va bien définir les choses». Hem Vous avez aussi, porté des projets, comme celui de Catherine Chabot, sur le Vendée Globe. À l'époque, ça ressemble à quoi justement? Même si les femmes ont toute leur place, comme vous le dites, des femmes sur le Vendée Globe, il y en a quand même pas eu non plus, énormément. Ça ressemble à quoi de porter le projet de Catherine à l'époque sur le Vendée? Alors, en fait, l'histoire, elle s'est construite autour d'un projet féminin qui s'appelait Challenge Océane, où on était plusieurs filles, autour de ce projet. Catherine Chabot, mais Christine Briand, Christine Guilloux, il y avait aussi, Kini Parade, Isabelle Autissier, enfin plusieurs femmes, et on avait monté un peu ce projet pour faire la course autour du monde, la Whitbread à l'époque, donc c'est en 95, 96, et en fait, on n'a jamais trouvé de sponsor. Enfin, à ce moment-là, et puis Pourquoi? finalement, parce que, ça coûtait cher surtout. C'est pas une question de femmes là, c'était vraiment une question de budget. On était à 2 doigts de signer avec Whirlpool, mais ça l'a pas fait au niveau monde, et puis finalement, Christine Guilloux et Kini et Christine Briand sont parties sur le projet EF Education, le projet suédois. Moi, je suis partie, Catherine, elle a décroché le budget avec Whirlpool pour ce Vendée Globe, et je me souviens quand elle m'a appelée pour me dire: «Anne, j'ai Whirlpool qui me suit avec le bateau de VDA». Je lui dis: «Mais tu es complètement folle, je viendrai pas là-dessus et tout», et c'est le patron de Whirlpool, enfin le directeur marketing, qui m'a appelé pour me dire: «Non mais Anne, j'irai pas si, toi tu viens pas». Parce qu'il me connaissait déjà, ça faisait plusieurs années qu'on faisait des projets féminins avec la marque Whirlpool, le tour du monde, le tour du monde, le tour de l'Europe en équipage féminin avec la même bande de filles, et en fait, on me connaissait déjà, et donc du coup, j'ai dû un peu accepter à contre-corps parce que j'avais un peu peur pour Catherine. Je me suis dit: «Non mais le Vendée Globe, mais elle est folle», et surtout que c'était 8 semaines avant le départ. 8 semaines avant le départ, et là, on a monté un projet commando avec, Lionel Lemonchois, Luc Bartissol, enfin toute une équipe, Patrick Julien, dit Juju, et en fait, on a réussi à mettre ce bateau, au départ de la course, le Cigare Rouge, le fameux bateau sur lequel Catherine vient de finir 2e de la Route du Rhum, et on a fait une très belle histoire. Elle a mis 140 jours pour cette course, et moi j'ai payé 140 jours, devant mon ordinateur et accroché à mon téléphone. Ça fait 5 mois quand même, 140 jours. C'est énorme. Vous retenez quoi de cette aventure, dingue? 8 semaines avant le départ, 5 mois de course, ça paraît fou, en fait. Ah c'est une histoire incroyable qui nous a liés à jamais avec Catherine. C'est qu'en fait, effectivement, là, en plus, le team manager, de l'époque et d'aujourd'hui, ça ne c'est pas les mêmes. Avant, vraiment, on était, en plus, c'était une question de compétences, là, le monde a vraiment beaucoup évolué en technologie et tout, mais à l'époque, fallait gérer tout, quoi. Même les problèmes techniques sur le bateau. Là, aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, là, aujourd'hui, on a un boat capitaine, on a un directeur technique, c'est eux qui gèrent toutes ces problématiques d'avarie ou de réparation à bord du bateau en course. Je m'en occupe plus maintenant, mais à l'époque, il fallait gérer ça, il fallait accompagner le skipper, et c'est vraiment une aventure incroyable, et en plus, pour la petite anecdote, Catherine, à un moment donné, je sais pas si vous l'avez raconté à l'époque, mais Catherine, à un moment donné, sa radio est tombée en panne, sa BLU, parce qu'en fait, on n'avait pas de téléphone, hein, faut pas oublier cette histoire. On n'avait pas de WhatsApp comme aujourd'hui. On avait des BLU, et sa C'est BLU, elle vrai. est tombée en panne, au Cap Horn, et moi je pouvais la suivre qu'avec la balise Argos, sur nos ordinateurs, parce que quand même on était quand même pas complètement c'était comme, déjà un peu, numérisé, on va dire, et en fait, elle a eu la bonne idée d'appeler, un radioamateur Ushuaïa,
qui lui a fait le relais de radio amateur à amateur jusqu'à Canaries, qui est remonté jusqu'à moi, en m'apprenant que sa radio était en panne. Et là, moi, j'étais quasiment, enfin, j'étais vraiment embêtée parce qu'on pouvait plus communiquer du tout et je pouvais plus savoir ce qui se passait. Et en fait, j'ai appelé Ariel Kassim, qui est journaliste, bah, qui l'est plus maintenant, mais qui était à la radio RFI, Radio France Internationale. RFI. Voilà, et je lui avais demandé si elle pouvait donner des nouvelles à Catherine, parce qu'en fait, à l'époque, alors je sais que maintenant c'est plus le cas, mais ils avaient tous une radio Sony, les petites Sony, pour écouter la météo marine internationale. Tous les skippers avaient ça. Et donc je me suis dit, bah, c'est le seul moyen de donner des nouvelles à Catherine. Et en fait, elle m'a dit, ah, bah, je vais faire mieux que ça. Et elle m'a donné 2 à 3 minutes par jour, de 20 à 23h et à minuit, tous les jours, pendant un mois, la parole, et tous les auditeurs de RFI dans le monde entier m'entendaient ce que je racontais à Catherine. C'était incroyable cette histoire, incroyable. Et un jour, c'est hallucinant. Et un jour, je reçois un fax, les fax papier là chez moi, d'un cargo qui me dit en anglais, Madame Combier, continuez à parler, Catherine Chabot vous entend très bien sur la Sony et tout, continuez à parler. Et moi, tous les jours, dans le vide, sur l'onde de RFI, je parlais à 23h et minuit. Hallucinant quand même, hallucinant cette histoire. Il faut demander à Ariel Kassim, mais je pense qu'elle s'en souvient encore. C'est vraiment génial comme idée. C'est magnifique comme histoire. Et ça vous apprend. Vous sortez comment de cette expérience-là, Anne? On se sent forte de quoi après avoir finalement réussi ça? Bah, surtout, c'est que je me suis rendu compte qu'on a une capacité d'adaptation énorme. On a beaucoup d'ingéniosité dans beaucoup de sports, mais dans la voile en particulier, on trouve toujours des solutions d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment fascinant, que ce soit le skipper, mais que ce soit les équipataires aussi, hein. Il y a vraiment beaucoup enfin, voilà, d'adaptation qui permet de trouver des solutions. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours à tous les collaborateurs de l'équipe de Yannick, mais même depuis toujours, quand j'ai accompagné des skippers, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut juste simplement les chercher. C'est quoi, une bonne team manager, un bon team manager? Moi, j'aime bien parce que vous dites, j'avais lu ça dans un article, «Je suis la tour de contrôle». J'aimais Alors bien ouais, ça, on la m'a tour de donné des tas de contrôle. surnoms, Politburo, Ah bah, allez-y, c'est quoi les surnoms? caporal, général en chef, commandant tour, parce que j'étais un peu autoritaire. Maintenant, je suis un peu plus âgée, je suis un peu plus calme, mais parfois j'étais un peu autoritaire et donc on me traitait d'un peu de tour de contrôle. Mais alors tour de contrôle, c'est différent. Tour de contrôle, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision transversale, 360 sur l'ensemble de la vie du skipper, parce on rentre très vite dans l'intimité du marin ou de la navigatrice. Et donc, voilà, c'est 360. C'est pour ça que je dis tour de contrôle. C'est une vision 360 de toutes les facettes de la personne qui est la navigatrice ou le navigateur. Il faut quoi comme qualité? Beaucoup d'organisation, d'anticipation et d'adaptation. Parce qu'évidemment, il n'y a rien qui se déroule comme vous voulez, surtout dans la voile. C'est pas un TGV qui arrive à l'heure. Donc, énormément d'adaptation. Voilà, beaucoup d'anticipation. Ça, c'est côté pragmatique. Le côté humain, il faut beaucoup de bienveillance, d'écoute. Moi, comment dire? Je vais dire, je suis en train de chercher le terme, c'est ma ligne de conduite, quoi. J'essaie toujours d'écouter, pas me bloquer sur des idées toutes faites, parce qu'en fait, bon, sinon on va vite au conflit et je supporte pas les conflits dans un projet comme ça. Donc l'idée, c'est toujours le principe de trouver des solutions, d'être à l'écoute. Et j'ai fait même des formations de management avec Thierry Péponnet, je m'en souviens encore. On a fait ça grâce à un laboratoire pharmaceutique qui nous avait offert ça. Tous les 2, on était avec les N-1 de cette entreprise et c'était vraiment génial parce que justement, on a appris quelques clés de management tous les 2 qu'on pouvait reproduire largement sur un bateau, tout le temps, quoi. Comme une entreprise. Un bateau, c'est finalement en équipage en particulier, c'est comment une entreprise, il y a toutes les interfaces qui se ressemblent, quoi. Et pour ce qui est des femmes à ce poste-là, Anne, qu'est-ce qui font qu'elles ont, peut-être, un une pet le un petit truc en plus? Un petit truc en plus? Alors moi, il y avait une histoire d'intelligence, émotionnelle peut-être que les femmes peuvent avoir, qui peut être important dans une équipe. Vous, pour vous, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'une femme pourrait avoir, de différent, en Ouais. tout cas, d'un homme à la tête d'une équipe? Alors
C'est pas à la tête, hein, attention, c'est à côté du skipper. On n'est pas le patron, tout seul. Le skipper, c'est souvent son projet, sauf dans des cas de figure particuliers, mais c'est souvent le projet du skipper et donc on est à ses côtés. Maintenant, on a un pouvoir aussi on a un contre-pouvoir, pour aider le skipper aussi à prendre des décisions, enfin, contre-pouvoir, c'est pas le bon mot, mais un peu en opposition en disant: «Bah, ouais, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne chose?» Sinon, lui, il pourrait faire aussi quelques erreurs. Je dis pas que nous, on fait pas d'erreurs, mais voilà. Non, en fait, les femmes là-dedans, il y a 15 ou 20, enfin, il y a 30 ans, je pense qu'il fallait vraiment être un marin, un navigateur pour être, team manager. Aujourd'hui, c'est plus la peine parce qu'il y a des gens très compétents autour de nous, le boat capitaine, le directeur technique, les marins, dans l'équipe, à qui vous pouvez tout déléguer et aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus de place en tant que team manager, justement et d'ailleurs, dans la classe IMOCA, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine aujourd'hui, alors que pendant 10 ou 20 ans, moi, j'étais la seule. Tout à fait, bah, les chiffres, c'est simple, hein, sur la dernière route du Rhum, 38, IMOCA au départ et 20 team manageuses, Voilà, si je puis ouais, dire. ouais, je sais pas si 20 je dirais projets manageuse, confiés à mais des femmes. voilà et en fait, aujourd'hui, les femmes ont déjà des compétences, elles peuvent vite à gagner des compétences assez larges. Elles ont pas besoin de se focaliser sur la voile et donc pas forcément d'être des marins. Parce qu'il y a d'autres, comme je disais, d'autres équipiers et d'autres, responsables, qui sont à leur côté. En revanche, elles ont, cette fibre effectivement, plus émotionnelle, plus capable d'être à l'écoute, bon, quelquefois, c'est des femmes, de marins aussi qui sont team managers, donc voilà, ça dépend aussi. Mais on est maintenant, elles ont vraiment toute leur place, moi, je pense et je suis très contente qu'il y ait une vingtaine de femmes dans l'IMOCA parce que c'est vraiment une évolution, considérable. Maintenant, je pense qu'il faut aussi avoir le sens de la compétition, ça s'improvise pas quand même, ça s'improvise pas et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ce que je fais moi aujourd'hui, il faut vraiment des compétences juridiques, financières, management et ça, il faut les apprendre à un moment donné, hein. On va pas demain matin s'inventer team manager, quoi. Il faut faire sa place aussi, il faut dans ce milieu et ça a rien à voir avec le fait d'être femme ou un homme, quoi. C'est voilà, mais en tout cas, elles ont toute leur place. Quand on est femme team manager, est-ce qu'on a un rôle à jouer pour, justement aider peut-être un peu plus, l'avènement des femmes dans ce milieu-là? Oui, bien Que ce sûr. soit, en mer, que ce soit à terre? Bah, moi, je témoigne, toujours là-dessus. Je pense que les femmes ont un rôle et s'il y a 20 femmes, team manager dans les MOCA, c'est pas par hasard, quoi. C'est que les garçons ont compris qu'ils pouvaient leur faire confiance. Ils ont compris qu'elles pouvaient vraiment apporter un plus. Elles ont compris qu'elles sont des femmes les femmes sont pragmatiques aussi, et elles sont capables d'être multitâches. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment important de voir ça. Je sais plus ce que je voulais dire par rapport à la question, mais, c'est quoi la question déjà? Est-ce que quand on est team manager, et à la tête d'une écurie, qu'on est une femme, est-ce qu'on a un rôle à jouer pour peut-être faciliter, l'arrivée de plus de femmes dans Ah oui, bien ce sûr, monde-là qui reste quand même si ça va mieux, très masculin? non, c'est ce que je fais tout le temps, je peux si j'ai l'occasion de recommander une femme dans un projet, si elle effectivement, il faut qu'elle soit compétente et voilà, je fais pas parce que c'est une femme. Il faut d'abord qu'elle soit compétente et qu'elle ait les qualités pour le faire. Mais non, franchement, je pousse, vers ça. Mais il y a pas que ça. Je suis très contente que les femmes soient dans la voile beaucoup plus nombreuses aujourd'hui, grâce à des tas de alors évidemment, il y a toujours, la logique de la parité, obligatoire, ce qui est pas normal, mais en même temps, elle est nécessaire. C'est pas normal, mais elle est nécessaire. C'est pour ça que et heureusement qu'en 4-7, enfin qu'en voile olympique, ou sur des tas de courses maintenant, les places des femmes sont obligatoires à bord comme l'Ocean Race ou la Transat, Paprec, en Figaro. Je trouve ça très, très, Oui, très qui bien sera parce que ça mixte. va de plus en plus pousser vers les femmes vers le haut et permettre à des femmes de naviguer au plus haut niveau avec les mecs, enfin les garçons, sans problème, quoi. Enfin, Enfin, oui, mais c'est pas lié à la voile, hein, c'est lié à la situation, on va dire de l'humanité ou de la civilisation, hein. C'est pas une question de voile, c'est une question vraiment d'état d'esprit sur la planète, quoi. C'est les places des femmes dans le monde, quoi. Anne, vous avez, porté des projets, féminins, plusieurs avec, Catherine Chabot, Christine Briand, Karine Fauconnier. Mais aussi, des projets, masculins avec, Lalou Rouquayrol, Pascal Bidégory et évidemment, Yannick Bestaven. Est-ce que, vous étiez un peu différentes dans la façon de gérer les projets en fonction de si c'était une femme skipper ou un homme skipper?
Je crois pas, non. Je sens pas chez moi un changement particulier, simplement j'ai mûri, entre le moment où j'ai commencé il y a 30 ans, avec Thierry Péponnet et maintenant, j'ai mûri, j'ai appris des choses, c'est sûr, mais je crois pas avoir changé parce que c'était des femmes, comme skipper. Non, je crois pas, non. Je Alors évidemment, après, il y a une intimité plus facile entre 2 femmes, mais pas plus que ça, quoi. Je pense pas que je change particulièrement, non. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de ce que vous vivez au sein de l'équipe de Maître Coq. D'abord, ça a commencé comment cette histoire? Est-ce que c'est vous qui êtes allé voir Yannick? Est-ce que c'est Yannick qui est venu vous chercher? Comment votre union, autour de ce projet s'est créée? En fait, j'ai un principe, je ne vais jamais chercher les skippers, j'attends qu'ils viennent me chercher, pour que je sois sûre qu'ils aient envie de me voir. Non, mais c'est pas une blague, hein. Que ça soit Catherine Chabot, enfin tout le monde, Karine Fauconnier ou Karen Libovici ou que ce soit Banque Populaire. Alors Banque Populaire, c'était un peu différent avec Lalou parce que j'avais gagné un appel d'offres, mais globalement, en général, j'attends qu'ils viennent me chercher et c'est ce qui s'est passé, alors j'attends pas, mais j'avais la réputation suffisamment costaud qui fait que les gens, bah, viennent me proposer et Yannick Bestaven m'avait demandé en 2013-2014, de voir si ça m'intéressait de l'accompagner sur un projet Classe 40. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec son projet Classe 40, le conservateur. Et comme ça qu'il a. Donc, bah, avec lui, je l'ai accompagné sur la victoire, la Route du Rhum 2014, la victoire de la Jacques Vabre en 2015 avec Pierre Brasseur et Yannick. Et puis après, ça a continué. Et ensuite bah, quand le conservateur s'est arrêté, le sponsor de Yannick n'a pas continué. Yannick, il y a eu un moment de flottement, évidemment, en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit à Yannick, je me souviens de cette phrase, j'ai dit écoute Yannick, si tu veux trouver un sponsor, la seule solution c'est d'acquérir un bateau. Alors au début on était parti sur des multi 50, puis finalement ça l'a pas fait, et finalement Yannick a dit non mais c'est le Vendée Globe que je veux faire, et il a acheté le bateau de Tanguy de Lamotte, Initiative Cœur à dérive à l'époque, et en 2016, et c'est comme ça qu'on est parti sur un projet avec des actionnaires, et qui nous a permis de démarrer bah, le projet Vendée Globe quoi, de 2020. Qu'est-ce qui reste de cette, victoire, Anne? Comment est-ce que, vous l'avez vécu? Alors vous nous avez dit, avec Catherine, c'était pas une victoire, mais c'était quand même un Vendée Globe, bouclé, 5 mois derrière la Carto. Vous, à votre poste de team manager, vous la vivez comment cette arrivée, cette victoire? Alors, faut imaginer qu'à l'époque, alors déjà, entre-temps, le bateau qu'on a acheté, parce que je termine ce que j'avais commencé, c'était un bateau à dérive qu'on a revendu pour, acheter un bateau à foil, donc l'ex Safran qu'on a acheté à Roland-Jourdain. Parce que je savais bien que Yannick, il n'aurait pas voulu et supporté d'être dans le peloton du milieu de la course. Et donc, une fois qu'on a acheté ce bateau, qu'on a mis au point et qu'on a convaincu Maître Coq, bah, de nous aider à aller un peu plus loin, parce qu'en fait, on était parti sur un budget à dérive, c'est pas pareil qu'un budget avec bateau à foil. Ensuite, après, on s'est concentré à fond là-dessus, et c'est vrai que, au départ de la route du Vendée Globe le 8 novembre 2020, j'ai pas imaginé une demi-seconde que Yannick pourrait gagner. Donc moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire: «Bon, bah, il y avait ce qui est important pour moi, c'est qu'il arrive entier». C'était la clé de l'histoire, qu'il arrive entier. Ensuite, puis finalement, on s'est pris au jeu parce qu'évidemment, alors là, les trois premières semaines, là, il s'est blessé au genou, il s'est pété une côte, enfin, il s'est fêlé une côte déjà 3 semaines après le départ, à peine 15 jours après, donc il s'est dit: «Ah bah, c'est mal barré». Puis finalement, il est arrivé, il est revenu dans le peloton et il est très fort, hein, quand même. Il a passé, bah, après, il y a eu l'épisode Kevin Escoffier où il a passé 24 heures à s'en remettre, déjà à chercher, et puis après à s'en remettre. À chercher. Et oui, parce que en fait, il y a eu il est parti faire demi-tour, chercher, Kevin, mais après il est revenu, mais ça lui a coûté moralement, psychologiquement, physiquement 24 heures. Mais nous, on était dedans à fond derrière lui, et parce que il a souffert, hein, ils ont tous souffert, il y a pas que lui, mais tous les marins. Et puis voilà, et puis finalement, il est revenu dans la course à un moment donné. Alors, et c'est vrai que, dans l'histoire, il y a une part de chance. C'est vrai que, Charlie Dalin avec Apivia avait, eu un problème avec son foil. Après, ça a été Thomas Ruyant. Mais bon, il a quand même pris les commandes. Il est resté 26 jours en tête parce qu'il est toujours bien placé. Il a passé le Cap Horn en tête, et là, on s'était dit, et je me souviens que le PDG de Maître Coq, Christophe Guilloni, disait toujours: «Il manquerait plus qu'il gagne le Vendée Globe». Puis là, après, il le disait toutes les phrases: «Il manquait plus qu'il gagne le Vendée Globe». Et quand il s'est retrouvé devant le Brésil où tout le monde l'a doublé, bon, nous, on avait vraiment
lâché entre guillemets tout espoir, mais on pouvait pas le montrer à Yannick. Donc on l'a motivé, remotivé avec Eric Blondeau là, qui fait partie de l'équipe, notre coach. On l'a remotivé, puis à un moment donné, il avait plus rien à perdre. Il est parti à fond. Bah, on connaît l'histoire, l'issue. Hein. Il savait qu'on avait ces 10h15 de compensation bien méritée, et en fait, il est parti à fond dans le Nord. Et en un bord, il est arrivé sur la ligne à 25 nœuds d'ailleurs, je me souviens encore. Et c'est là qu'on s'est dit, non mais ça y est, il a gagné. Mais avec Caroline Muller, l'attachée de presse, à aucun moment, on a osé parler d'une victoire, donc on n'a rien préparé. En fait, on n'était pas préparé à la victoire parce qu'on n'osait pas, vu que Thomas avait cassé quelque chose pas loin de l'arrivée. Après, c'était Boris Herrmann qui avait pété, qui était rentré dans un cargo, enfin dans un bateau de pêche. On s'est dit, c'est tellement aléatoire qu'on peut pas se permettre de triompher, et donc on a attendu 4h19 du matin pour découvrir qu'il avait gagné. Ça, c'était le délire. J'aime bien parce qu'on vous sent, on est encore dans le ça y est, on est replongé au Sables d'Olonne, il y a, voilà, en 2021 avec vous quand vous nous racontez ça, vous. Il se passe quoi, en fait, à ce moment-là quand il gagne? Alors évidemment, Yannick en a beaucoup parlé, puis c'est le skipper et c'est lui qui raconte sa victoire, et quand on est team manager, quand on a accompagné puis depuis longtemps en plus, son skipper, on vit ça comment? On se dit: «On a bien fait le job»? Ouais, ça c'est sûr qu'on peut avoir la satisfaction profonde, toute l'équipe, ça c'est clair, hein. Il faut prendre un peu de recul, mais en fait, on n'a même pas le temps de respirer, en fait, parce que le bateau, il arrive, Yannick, il est happé par les médias, on part avec lui dans l'histoire, et en fait, on respire pas, et j'ai pas profité vraiment de la victoire à ce moment-là. C'est bien après, là où j'en ai plus profité, en fait, c'est un peu les confrères, on va dire. Et j'ai encore un petit message de Jean-Paul Roux, qui a gagné 2 fois le Vendée Globe, en tant que team manager avec Michel Desjoyaux, qui m'envoie un texto 24 heures après en disant: «Bienvenue dans le club très fermé des team managers qui ont gagné le Vendée Globe». Ça m'a fait vraiment plaisir de sa part, parce que ça voulait dire beaucoup de choses, et vraiment, c'est là où j'ai commencé à mesurer que cet exploit était très partagé. Yannick, il a vraiment mérité, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Le bateau était vraiment prêt. On a eu quasiment pas d'avaries, sauf au Cap Horn où évidemment il a perdu son balcon, il a perdu une voile, mais globalement le bateau était super bien préparé. Yannick était très très bien préparé, et ça a joué quoi. Ça, c'est clair que la différence, elle s'est fait là quoi. Mais en tout cas, moi j'en ai bien profité après coup. Pour la reconnaissance, je vais pas parler d'ego, mais c'est clair qu'au fond de soi, comment dire? Le respect qu'on a, les gens me respectent en général, ils savent ce que je sais faire mon travail, mais on sent bien une certaine, j'ai en train de chercher le mot, admiration, parce qu'on fait partie de l'équipe qui a gagné, et c'est là qu'on en profite en fait, plus. À part le message de Jean-Paul Roux, est-ce qu'il y a des messages, particulièrement touchants que vous avez, reçus, qui vous ont, conforté dans l'idée que vous aviez eu raison toute votre vie? Je sais pas si j'ai eu raison toute ma vie, mais non, j'ai eu plein de messages on va dire des confrères, et puis d'autres marins, voilà, mais plutôt les gens proches, hein, parce que tout le monde on se connaît pas tous dans le détail, on va dire, mais non, non, j'ai eu beaucoup, non, mais c'est ça, c'est le mot, c'était des messages de félicitations, et ça arrive pas tous les jours. Si, ça m'était arrivé quand on avait gagné le titre de championne du monde avec Christine Briand à La Rochelle, où j'avais eu la Marseillaise, À La Rochelle? ouais, la Marseillaise, sur le podium. Ça, c'est vraiment un moment exceptionnel aussi quand même, hein. J'ai pas eu que le Vendée Globe, hein. Parce que l'arrivée de Catherine Chabot aussi, c'est comme si j'avais gagné le Vendée Globe, hein, quand même, en 96-97. Vous avez besoin de cette reconnaissance-là, Anne, parce que c'est un métier de l'ombre, mine de rien, team manager. Vous en avez besoin de cette reconnaissance? Je vois mal, en tant qu'humain et humaine, ne pas avoir de reconnaissance, ne pas en avoir besoin. Il y a aucun homme sur la planète, enfin, en termes d'humanité, qui n'a pas besoin de reconnaissance à tous les niveaux. Quel que soit le sport, quel que soit le métier, quelle que soit l'activité, et c'est très important d'ailleurs dans le management, de reconnaître le bon travail fait. On peut pas, faut jamais l'oublier, dire merci, bravo, c'est un peu le management des Américains d'ailleurs, hein, qui est toujours comme ça, et c'est un peu ça dont je m'inspire tout le temps. Quand le travail est vraiment bien fait, je le dis, quand c'est pas bien fait, je le dis, mais quand c'est fait et bien fait, c'est dit. Et donc pour revenir à la reconnaissance, oui, on en a tous besoin comme tout le monde, et moi aussi, et j'étais très contente d'avoir cette marque de reconnaissance. Il faut être humble dans l'histoire, mais il faut dire qu'on l'apprécie, c'est vrai. C'est quoi votre plus grand bonheur, Anne Combier? Ouh là! Mais personnel ou?
ou Ah, ou professionnelle. dans votre Oui, je métier qui est rigole. une passion. J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Ma traversée de l'Atlantique avec Florence Artaud, l'arrivée de Catherine Chabot au Vendée Globe, 96-97 après 140 jours de mer. Bah, la victoire de Yannick quand même, je peux pas l'oublier, ça c'est énorme. Mon titre de championne du monde, donc j'en ai trop trop j'en ai beaucoup, je peux pas, hein, les mettre de côté, une plus que les autres, c'est pas possible. Elles sont toutes, des moments de ma vie forts, on va dire, mais je peux pas les classer. La sororité, ça fait écho chez vous? Sororité, Surtout aujourd'hui? sororité. Oui. Les sœurs? Effectivement, quand on parle des femmes dans la voile et vous parlez de l'évolution et que, alléluia, effectivement, il se passe des choses. On sent aussi, on en discute en discutant avec elle, qu'il y a, une solidarité qui existe, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer de concurrence. On sent surtout qu'il y a une solidarité et effectivement une sororité de se dire que, c'est aussi par ça que ça va passer, par l'entraide, par cette solidarité. Vous, ça vous parle à quel point? Ouais, alors moi, je vais quand même un petit peu remettre les choses à leur place. La sororité, oui, mais moi, je suis solidaire de tous les team managers, que ce soit garçons ou filles, de tous les skippers, parce que la voile, c'est un sport de solidarité. Le sport en général, c'est des grandes familles, mais la voile en particulier. Donc il y a une solidarité. Demain, n'importe quel concurrent, équipe concurrente qui a besoin d'un coup de main, ben, on sera toujours là et ça s'est encore plus développé, ces dernières années, dans la classe IMOCA. Je rigole, mais il y a un groupe WhatsApp, où il y a 200 personnes, qui sont dessus, que des gens de l'IMOCA, mais voilà. Et aujourd'hui, on voit passer des messages, de team managers, d'équipiers, enfin bref, qui demandent de l'aide pour ci, pour ça, c'est incroyable. Non, moi j'ai pas la notion de sororité particulièrement, je suis pas une féministe, hein, on va dire, dans ce sens-là. Je serai toujours, en soutien quelle que soit l'équipe, quelle que soit la fonction, voilà. J'aiderai toujours parce que ça fait partie de ma nature, en fait. Très bien. Il va se passer encore, plein de choses, hein, ça c'est sûr. Hem, Là, vos prochains jours, vos prochains mois vont être, dédiés à quoi, Anne? Alors, il y a l'arrivée il y a le Vendée Globe 2024, donc ça nous occupe quand même pas mal après l'arrivée du bateau, à La Rochelle prochainement. Il y a aussi une chose qui me tient à cœur et ça je peux aussi en parler, c'est que, j'avais, accompagné pendant la Transat Jacques Vabre, 2021. Caroline Caron de l'époque qui dirigeait la course m'avait demandé si je voulais bien être mentor de l'équipe féminine qui serait choisie, dans le projet Cap pour elle, qui est un projet, qui est subventionné par la Jacques Vabre pour aider un équipage féminin ou un skipper féminin en classe 40 à faire la transat. Et donc, Gilda Gauthier et Antoine Robin, qui ont repris les commandes de la course, m'ont demandé de les accompagner sur ce projet. Et j'ai dit OK, donc je vais aussi, d'ailleurs j'ai déjà commencé, intervenir, pour, les accompagner et le projet Cap pour elles qui va être remis en place, alors il va être annoncé en janvier là, mais en 2023, pour la Transat Jacques Vabre 2023. C'est important pour moi justement d'aider un skipper féminin, qui sera sélectionné sur tout le projet, c'est-à-dire la location du bateau, le financement, la recherche de sponsoring, voilà. Donc ça fait partie. Donc je serai mentor de cette équipe qui sera sélectionnée sur appel à projet. Donc ça va m'occuper aussi pas mal. Voilà. Moi, j'ai pas mal de choses en tête, hein. Je suis très occupée, en fait. Ça fourmille. En tout cas, Cap pour elle, c'est une, belle initiative. On suivra ça. Vous dites que les sélections pour les filles, ce sera quoi? En janvier? Non, ça va être annoncé en janvier, mais je sais pas quand exactement parce que le projet n'a pas été encore annoncé officiellement, mais il va être annoncé et après il va y avoir un agenda qui va se mettre en route, dans l'année, début d'année 2023, oui. Eh ben, on suivra ça, tout comme on suivra évidemment, les projets d'Yannick et du coup les vôtres, derrière. Merci beaucoup, Anne Combier d'avoir été avec, nous pour cet épisode de Navigante, le dernier de l'année, 2022. On vous souhaite un joyeux Noël. Ouais, merci beaucoup et je vais dire que j'avais aussi accompagné Catherine Chabot sur la route du Rhum quand même avec Caroline Muller, parce qu'elle nous a demandé et on est vraiment très contente, de l'avoir, accompagnée parce qu'elle a fait une très belle course, après 20 ans d'arrêt, et ses 60 ans bien tapés, le jour de la ligne d'arrivée.
Voilà et encore merci beaucoup. Seule femme sur le podium, hein, Catherine? Ouais, seule femme sur le podium, voilà, j'ai été très contente pour elle et ça l'a permis de prendre la parole en tant que députée européenne sur la protection des océans, ce qu'elle pouvait pas faire aussi bien, et là pendant elle dit toujours que les 3 derniers mois lui a donné beaucoup de visibilité pour parler de la protection des océans, ouais. En tout cas, merci beaucoup et bon Noël aussi à tous et bonne année pour l'année prochaine, 2023. Bah, merci, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Anne. Bravo. Merci encore. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.